bactériophage. Donc je suis allé le rencontrer. Tout de suite, ça a été une grande sympathie entre nous. Mes patrons ont accepté que j'utilise le bactériophage qui était en vente dans les pharmacies en France. Contrairement à ce qu'on raconte dans les films ou dans la presse française, le bactériophage a été en vente jusqu'en 1980 dans les pharmacies sous le nom de bactérostaphyphage, bactépiophage, bactéintestiphage, bactécoliophage, bactérinophage pour l'Ozen, c'est-à-dire qu'on avait exactement les mêmes souches que ce qu'on a en Ukraine. En 1980, c'est l'Europe qui a décidé de bloquer, avec l'aide de l'Institut Pasteur, la fabrication des phages et de stopper leur commercialisation. Le prétexte était qu'on ne commercialise pas le vivant. Il n'y a qu'à voir les joueurs de foot pour comprendre qu'on se paye un peu notre tête. Le but surtout était de favoriser l'utilisation des antibiotiques, puisque très souvent les actionnaires sont aussi les décideurs en ce qui concerne notre santé. Alors le bactériophage, Régat Clemenceau était l'élève direct de Félix d'Herelle, et j'étais l'élève direct de Régat Clemenceau, c'est-à-dire de 1917 à 1945-50. Régat Clemenceau s'est occupé de soigner les patients qui se tourner vers cette thérapeutique, plutôt que prendre des antibiotiques ou carrément parfois après l'échec des antibiotiques. Et moi, je me suis retrouvé donc, après les échecs des antibiotiques, pour faire les soins par bactériophage. Dans ce film, par exemple, on a vu qu'il y a des recherches qui se font actuellement en Russie et aux Amériques, évidemment aux États-Unis, contre l'anthrax. Il y a 3 ans exactement, dans le cadavre d'un zèbre, donc vous faites les mots sur Internet, zèbre, phage, anthrax, on a isolé pour la première fois un énorme bactériophage, puisque la bactérie charbonneuse responsable de l'anthrax est assez grosse, il est presque visible à l'œil nu, et pourtant c'est un virus. Donc on a des phages, donc merci. On a des phages même contre l'anthrax actuellement. Alors, le bactériophage est un virus qui est 1000 fois plus petit donc qu'une bactérie. Il est présent dans l'organisme de tout être vivant, les animaux, les végétaux et les humains. Donc, il y a un équilibre, en fait, ce n'est pas une guerre entre bactéries et virus comme dans ce film, c'est en fait comme un équilibre chimique. Vous avez une réaction dans un sens, une réaction dans l'autre sens. Le bactériophage arrive avec les premières tétées du nourrisson, ce qu'on appelle la tétée de bienvenue, et que je conseille vraiment à tous les êtres de faire, aussi bien pour les vétérinaires que pour les humains. Il va arriver dans les 3 premiers jours avec le colostrum. Il n'y a pas encore le calcium, donc l'estomac n'est pas encore acide. On va en voir l'importance tout à l'heure. Avec le colostrum va arriver ce qu'on appelle la flore intestinale. Des colibacilles, différentes bactéries qui vont ensemencer petit à petit le duodénum, le jéjunum, l'intestin grêle, et après la flore intestinale acidophile dans le côlon ascendant, protéodestructrice dans le côlon gauche. Et cette installation de flore va être verrouillée dès l'apparition du calcium, c'est-à-dire au 4e jour de la tétée. Le lait va apparaître, et à ce moment-là, en réponse à la présence de calcium, l'estomac va sécréter l'acide chlorhydrique. Or, le bactériophage est détruit par l'acidité. C'est pour ça qu'il est extrêmement important de tenir compte de ce premier facteur. L'acidité du sang normal, le pH du sang normal est à 7,3, 7,4, c'est légèrement alcalin. Quand vous avez un patient, il faut toujours vérifier qu'il soit en légère alcalose, surtout pas d'acidose. Si vous injectez une septicémie, un aspégique intraveineux ou une aspirine, en 6 heures, il peut être mort. On le tue en voulant faire tomber la température, alors qu'en fait, on acidifie son milieu, ce qui fait qu'on empêche ses moyens de défense véritables et naturels de détruire ces bactéries. La deuxième condition pour que le bactériophage puisse être efficace, c'est le taux de sucre. Dès que la glycémie dépasse 1,60, 1,70, on est après un repas, je ne me souviens plus, postprandial, le bactériophage va avoir du mal à se fixer sur la bactérie qui en profite pour fermenter le glucose. À ce moment-là, elle va acidifier le milieu. Il est connu que les diabétiques décompensent en acidocétose, et en acidose simplement parce que les bactéries vont fermenter le glucose, ce qui permet comme ça qu'elles se développent en tuant le bactériophage. Tout à l'heure, on a vu dans ce film un Américain qui va en Géorgie et qui, lui, donc, avait certainement un pH du sang étudié, un taux de glycémie étudié, et c'est la 3e condition qui n'était pas connue en Ukraine maintenant et que Régat Clemenceau a découverte.
Normalement, vous avez la même réaction in vitro qu'in vivo avec cette méthode, c'est-à-dire qu'on a des gens, on leur prend leur sérum, le sérum est alcalin, le sérum est à un niveau d'hypoglycémie presque qui est très correct, et les bactériophages ne tuent pas les bactéries. Les bactéries poussent en nappe. C'est à ce moment-là que, comme à l'époque on essayait un peu toutes les méthodes, ils se sont rendus compte que l'auto-hémothérapie, on prend du sang dans une veine qu'on réinjecte dans une fesse, avec des espacements qui ont été calculés grâce à cette méthode-là, on a pu se rendre compte qu'au bout de quelques injections, les antiphages sériques disparaissaient. Et à ce moment-là, on a 100% de guérison, c'est-à-dire qu'il y a 3 facteurs pour la phagothérapie: le pH sanguin, le taux de sucre, et n'hésitez pas, si vous avez des animaux ou des humains qui sont infectés, à les mettre en légère hypoglycémie permanente, parce qu'à ce moment-là, vous allez faciliter l'action du bactériophage. Alors, alcalinisation, on fait boire de l'eau de Vichy, de l'eau de Vittel, de l'eau de Badois, ou bien régime végétarien strict. On connaît bien que les vegans, par exemple, les végétariens stricts, qui ont un pH sanguin à 7-8, ne font pas d'infection bactérienne en général. Et donc les antiphages qu'on peut éliminer par auto-hémothérapie. Cet Américain avait certainement des antiphages, c'est pour ça qu'en Géorgie, ils ont échoué. Depuis que j'ai sorti mon livre, maintenant ils pratiquent l'auto-hémothérapie, mais n'ont pas encore la compréhension des systèmes de dates, donc ils sont en train de les étudier avec le travail que Riga Clemenceau m'avait confié. Le bactériophage est un agent universel. Par exemple, il est présent dans les racines des légumineuses. Lorsque vous avez une trop grande acidité du sol, les bactériophages vont être tués, ce qui fait que les bactéries vont pourrir les racines de la luzerne, par exemple. Inversement, lorsque le sol est trop alcalin, les bactériophages ont proliféré, ils n'ont plus de bactéries à bouffer, c'est ce qu'on appelle la fatigue de la luzernière. C'est-à-dire, dans les 2 cas, il faut un pH équilibré. Et alors, au niveau des animaux, c'est la même chose. Alors, dans les travaux qui sont extrêmement intéressants, il y a des travaux sur le choléra qui ont été faits par Félix Derel en 1926 jusqu'en 1936 sur plusieurs millions d'individus dans les Indes anglaises à l'époque. Ils avaient des épidémies de choléra qui ravageaient des districts entiers au printemps et en automne. Alors, l'histoire du choléra est assez simple. Vous avez une personne qui voyage, elle amène avec elle le choléra. Elle arrive dans un village, elle va au puits prendre de l'eau. Et là-bas, le système d'hygiène est plutôt relatif. Les gens marchent pieds nus, ils vont chercher de l'eau autour du puits, et l'eau ruisselle sur leurs pieds. Puis au bout de quelques jours, cette eau est infectée parce que les gens faisaient leur déjection derrière les maisons, mais ils avaient les pieds en général imprégnés de déjection. Le choléra va rentrer dans le puits. L'épidémie va se répandre, tous les gens qui vont boire cette eau, sauf ceux qui ont des bactériophages adaptés, vont tomber malades. Et à la fin, c'est les gens qui sont guéris qui vont aller chercher l'eau au puits pour ceux qui sont malades. Et ils amènent avec eux le bactériophage qui va rentrer à son tour dans le puits, ce qui fait que les épidémies de choléra durent en général 26 jours. Ce sont des épidémies sporadiques qui disparaissent aussi vite qu'elles sont arrivées. C'est uniquement un phénomène de bactériophagie dans le temps. Ce que Félix Derel a fait, il a isolé des selles de gens guéris des phages. C'est très simple, vous prenez l'eau des toilettes de ces personnes guéries, vous la filtrez sur un simple filtre, ça s'appelle une bougie Chamberlain numéro 12, ce qu'on connaît pour ceux qui ont vécu un petit peu en Afrique ou autre sous le nom de filtre Buron, c'est un filtre de porcelaine qui laisse passer les virus. Et à ce moment-là, ils mettaient ça dans le puits, et l'eau du puits était décontaminée, ce qui fait que de 26 jours d'épidémie, on n'avait plus que 6 jours. Et les cas sont devenus des cas sporadiques sur les vallées qui ont été testés, tandis qu'à côté, chaque été, il y avait 1500 morts, et en automne, 7000 morts, etc. Donc là, ça a été prouvé que c'est une méthode qui était effective, ce qu'on appelle donc une guérison naturelle. Le bactériophage est un agent qui est répandu partout. Alors, pour la peste, par exemple, les premières choses que l'on voit, ce sont les rats qui meurent dans les villes. Les rats, ils ont faim, ils viennent dans les villes parce qu'ils sont affamés, et ils meurent, ce qui est l'indice qu'ils ont une puce, la Xenoxyla chaopis pour les vétérinaires, qui est porteuse donc du bacille pesteux, qui a été découvert par Yersin, et qu'on appelle Pasteurella pestis. Et donc, quand les rats vont survivre, ils sont porteurs dans leur intestin, évidemment, du phage. Donc, première chose à faire quand vous avez une épidémie de peste, capturer des rats, mettre en suspension leur sel, filtrer et faire boire ça ou injecter dans les ganglions, si vous avez des bubons, vider le pus des ganglions, injecter la suspension. Et là, vous avez des guérisons. Je l'ai eu fait 3 fois, donc je sais de quoi je parle. Quand on demande sur un bateau de capturer des rats, ils vous prennent un peu pour un extraterrestre.
J'ai travaillé sans frontières pendant à peu près une vingtaine d'années. Je ne me suis jamais servi d'antibiotiques, j'en avais pas là où j'étais. Voilà. Et actuellement, on a des épidémies de choléra, par exemple, à Haïti. Il y a eu 500 et quelques morts il y a quelques années, alors qu'on avait largement de quoi envoyer de l'intestifage. Alors le bactériophage est détruit à 67 degrés. La poste ne chauffe pas les colis, donc on peut très bien faire importer des phages par la poste. Vous demandez à Tbilissi, vous en envoie. Moi j'ai des patients qui sont russes, des patients qui sont ukrainiens, etc. Ils m'en amènent et je les fournis gratuitement pour mes patients. Enfin mes patients, je ne travaille plus, je suis en retraite. Mais bon, je donne des conseils et puis je donne les phages. Voilà, donc si un jour vous avez besoin, vous faites signe et puis je peux vous en faire envoyer. Le bactériophage donc, est un agent qui est universel. Et évidemment, les méthodes que j'emploie quand je suis dans les pays étrangers, je n'ai pas de phage sous la main. Bien sûr, ce n'est pas au fin fond du désert ou de l'Amazonie qu'on va m'envoyer une ampoule de phage. Donc j'emploie ce qu'on appelle la guérison naturelle dirigée. Je commence par contrôler le taux de sucre des patients. Éventuellement, je les insuline. Deuxièmement, je contrôle leur pH, je les mets en régime le plus végétarien possible, je leur fais boire des eaux bicarbonatées, donc un peu de bicarbonate de soude, et je fais une autohémothérapie. Il n'est pas rare que vers la 4e ou 5e injection, on ait un pic de fièvre qui correspond à la destruction des bactéries. À ce moment-là, il faut beaucoup faire boire le patient, et il guérit en général. S'il y a plusieurs bactéries différentes, on aura 2 ou 3 pics de fièvre, mais ça disparaît. Alors, j'ai un site qui s'appelle bactériophage.info. Il y a la conférence qui sera peut-être un peu plus longue parce que je sais que je n'ai pas beaucoup de temps. Mais voilà, c'est simplement pour vous dire que c'est une thérapeutique qui est parfaitement au point. On n'a pas forcément besoin de phage et c'est pour ça que ça n'intéresse finalement aucun laboratoire de le produire. Récemment, je crois qu'ils ont interdit aux vétérinaires d'utiliser des antibiotiques dans certains cas. Donc le bactériophage me paraît tout à fait indiqué puisque les animaux sont porteurs de phages. Et pour nous, c'est intéressant parce qu'on récupérera des phages chez les vétos pour soigner nos patients médicaux. Patients à nous. J'avais écrit au fils de Pardieu pour lui demander s'il voulait que je lui le soigne sa jambe. Il a refusé. Je lui ai dit, vous venez gratuitement au Gros du Roi, je travaille là-bas, je vous soigne gratuitement, je vous offre l'hôtel, simplement pas de publicité, c'est gratuit chez moi. Il m'a dit, je préfère être le chef de file des victimes d'infections nosocomiales. L'amputation n'a jamais guéri une septicémie, ni une présence bactérienne dans un corps physique. Voilà. Je me tiens aux dispositions pour toutes les choses. Donc le bactériophage n'est pas fragile, il est solide et il est universel. Et en plus, on peut en avoir énormément dans les sorties des égouts des hôpitaux, ça prolifère. C'est dégueulasse à dire, mais ça marche. Non, c'est le rat qui guérit, c'est le même phage. Et donc, ça rejoint ce que M. Gaucher, je crois qu'il veut vous parler de la cacathérapie. Ça fait partie des choses. Donc, sur la cacathérapie, vous savez, on en donne des petites boulettes de sel à avaler sur des donneurs sélectionnés, un peu d'hépatite, etc. Effectivement, c'est du bactériophage qu'on injecte. Oui, parce que si le docteur Rich est là, c'est qu'on a eu des entretiens depuis quelques mois, quelques années. Et en particulier, lorsque l'an dernier, donc, sur le journal Effervescence, on avait fait un dossier sur le transfert fécal, dans lequel je mettais toute ma plume, on va dire, sur le fait que les bactéries étaient l'objectif principal du transfert et que on partait d'un déficit de bactéries ou d'un déséquilibre bactérien et qu'en allant chercher chez quelqu'un de sain un nouvel équilibre fécal de bactéries fécales, on faisait parvenir un renouveau de santé. Et le docteur Rich m'a sonné les cloches en disant oh, elles sont bien gentilles tes bactéries, c'est bien elles qui font le boulot, qui font les vitamines, qui vont nous aider à la digestion, mais c'est pas forcément elles, lors du transfert fécal, qui amène la guérison. C'est l'ensemble des deux, c'est les phages plus les bactéries. Alors, bon, je termine rapidement. Donc, il est essentiel, évidemment, l'idéal, ce serait que les bactéries soient saines. Quand vous aimez manger, il faut que le plat soit appétissant. Quand une bactérie a subi des trentaines d'antibiotiques, c'est rare que le bactériophage se fixe dessus. C'est pour ça qu'on peut avoir aussi, il faut un certain temps avant de commencer le bactériophage. Donc, pour mes patients, ce que je conseille,
normaliser le sucre, normaliser l'acidité du sang, le pH sanguin vers 7,2, 7,3, et puis faire l'auto-hémothérapie sans aucun antibiotique pendant 1 mois et demi, on n'a jamais aucune aggravation. Et après, on donne les phages. Alors, le conseil, il faut savoir que l'estomac, le pylore et le cardiaque sont ouverts, et dès la première bouchée, le pylore va se fermer. Donc, je dis aux gens, vous prenez 1 cm3 d'une ampoule de bactériophages dans 2 cuillères à soupe d'eau de Vichy ou de Vittel, ou d'eau bicarbonatée. Vous mettez un petit peu sur le côté droit, de façon à ce que ça coule directement le long de la paroi gastrique, ça va dans le duodénum directement, le pylore se ferme, vous avez déjà amené des phages sur place, là où il faut. Voilà, c'est la technique. Le phage va être à ce moment-là véhiculé par le canal lymphatique, il va se jeter dans la veine thoracique, à ce moment-là, de là, ça va partir dans le corps entier. Donc, si vous voyez, c'est l'acétone de Péquet qui fait aucune circulation. Le bactériophage, donc, utilise des enzymes qui vont couper les parois bactériennes toujours selon les mêmes endroits. C'est qu'une enzyme est spécifique d'un site entre bêta-alanine, etc. Enfin, chaque enzyme a son rôle particulier à jouer. Et donc, la recherche actuelle cherche à isoler des enzymes de phage pour tuer les bactéries en coupant les parois bactériennes. J'ai émis une hypothèse qui m'a fait virer de l'INSERM, à savoir que je voulais faire monter des anticorps dans une éprouvette sans aucune cellule humaine. Parce que je suis persuadé que ces fragments de protéines identiques qu'on appelle les anticorps sont le résultat des segmentations des parois bactériennes. En 1955, Mechnikov voulait photographier un globule blanc, un leucocyte, en train d'avaler une bactérie. Puis la bactérie progressivement a été dissoute dans son cytoplasme. Il en a déduit ipso facto, ce qui lui a valu un prix Nobel, que le leucocyte digérait la bactérie. C'est pas vrai. On a exactement les mêmes photos sans globule blanc autour. À l'époque, en 1955, il n'y avait pas encore de microscope électronique. On photographie une bactérie, quand elle est dissoute par bactériophage, elle donne exactement les mêmes images. Par contre, si on prend une bactérie saine, indemne de tout bactériophage, et qu'on met en présence de leucocytes, le leucocyte est digéré par l'intérieur, ça devient un globule de pus, un pyocyte. Imaginez une vieille mamie qui monte dans un bus, aux parois transparentes, elle est cardiaque, elle fait une crise cardiaque dans le bus, on veut dire que c'est le bus qui a tué la mamie? Non. Pourtant, on fait cette erreur en ce qui concerne les globules blancs. La preuve en est sur le plan clinique. Quand une personne est infectée, ses anticorps montent, ses globules blancs montent. Plus ça monte, plus elle est gravement malade. Elle va mourir avec un taux incroyable d'anticorps et globules blancs, et vous à côté, vous êtes à son chevet, vous êtes en carence immunitaire selon les canons d'immunologie. Donc on confond témoin d'infection avec moyen de défense. Et toute l'immunologie est à reprendre à l'envers, c'est-à-dire des cellules balais, des voitures balais que sont les plasmocytes, ils ne sécrètent pas les anticorps, ils les ramassent, ils nettoient le sang. Donc si vous voulez, il y a tout un travail qui est à faire, qui est bien sûr refusé par les tenants officiels, les dogmaticiens de l'immunologie. Et parce qu'on refuse de parler de bactériophage dans les facultés, alors j'ai eu je ne sais combien de procès avec le Conseil de l'Ordre, j'ai tout gagné. Oui, le dernier, ils ont porté plainte contre mon père qui est décédé il y a 10 ans. L'an dernier, ils ont porté plainte contre mon père qui exerçait légalement la médecine dans l'appartement. Il a fallu que ma mère, qui vient de décéder juste maintenant, se déplace à la gendarmerie avec un certificat de décès. Voilà. On en est en France. Présomption d'innocence. Alors, l'auto-hémothérapie n'est pas interdite. Le Conseil de l'Ordre a porté plainte contre moi en disant que c'est une thérapeutique interdite. C'est faux. L'auto-hémothérapie n'a aucune interdiction, ni en France, ni en Europe. Souvent, les gens disent « Ah, moi, je ne peux pas le pratiquer, c'est interdit ». C'est faux. Il n'y a aucun acte, sinon je serais en tôle actuellement, j'ai pratiqué ça toute ma vie. Il n'y a aucune interdiction pour l'auto-hémothérapie sur le plan légal. Il n'y a aucun texte. Alors, c'est un acte médical, donc il ne doit. C'est un acte infirmier. Les infirmiers, même les médecins aussi, mais autrefois, les vétérinaires le pratiquent. Les infirmières le pratiquaient, c'était un acte qui était codifié jusqu'en 1980, c'est-à-dire qu'en fait, on assistait à l'étouffement de cette thérapeutique. Alors, c'est un soin infirmier sur préconisation médicale. Sur ordonnance médicale, tout à fait. Mais enfin, bon, comme actuellement les médecins ne veulent pas le prescrire, ils marquent 8 prises de sang intraveineuses, 8 injections intramusculaires, et puis, bon, enfin, bon, les gens peuvent se le payer, je crois que c'est 12 francs l'acte, c'est pas. Enfin, 12 € l'acte, pardon. Voilà. Alors, le protocole, il est sur mon site bactériophage.info. Vous avez les dates précises, c'est-à-dire qu'on a, avec des tests qu'on faisait sur des boîtes de pétri, d'un côté sérum témoin, de l'autre côté sérum du malade, on contrôlait la régularité de disparition des antiphages, et donc on s'est rendu compte que pour les maladies aiguës, les septicémies, les trucs comme ça, on a intérêt à les grouper un peu plus vite, c'est-à-dire 3e et 6e jour. Un jour, J3,
J9, etc. Donc il y a les calques qui sont sur le livre à peu près, approximativement. Si c'est un dimanche, vous pouvez le faire le lundi ou le samedi, c'est pas grave. Et puis pour les maladies chroniques, c'est 4e et 8e jour, c'est-à-dire que ça s'étale à peu près sur 1 mois et demi. Comme ça, le point de vue douleur, c'est pas trop affreux. Et on pique haut parce qu'il n'y a pas de nerf à ce niveau-là, derrière l'épiniaque antéro-supérieur. Voilà. Alors, à l'heure actuelle... Pour pas que ça fasse ma sonde intramusculaire profonde, oui. Mais il n'y a pas de sciatique, il faut vraiment piquer haut, comme ça fait pas mal. Et sans procaïne, hein, on peut en mettre un petit peu si on veut, c'est des gens qui sont délicats. Moi je fais une petite rinsure de procaïne et puis ça se passe très bien. Parce qu'il y en a toujours une qui fait mal, vers la 5e ou 6e, et c'est en général celle qui va amener la guérison, on ne sait pas pourquoi elle fait mal. Alors le sein est un vase clos, l'auto-hémothérapie. On a vu la disparition d'antiphage, mais on ne sait pas encore comment ça marche. Alors on pense qu'il y a des anticorps, des guillemets parce que ça n'a jamais été isolé, mais c'est l'hypothèse, des anticorps irréguliers qui apparaissent comme dans les maladies auto-immunes, mais qui seraient antibactériophages, et qui seraient provoqués soit par des vaccins, soit par des antibiotiques qui vont faire éclater les bactéries. Donc à ce moment-là, la bactérie, elle est triple à l'air, et les séquences de phages vont être découvertes par le corps qui va se vacciner contre elles, s'immuniser contre elles. Alors on pense qu'en filtrant le sang comme ça, puisque le sang est un vase clos, en filtrant le sang avec cette méthode-là, on arrive à éliminer les antiphages. Alors comment c'était découvert? C'était découvert par Clémenceau, qui était un chirurgien militaire, chirurgien de guerre sur les champs de bataille. Il s'est rendu compte que les gens qui avaient des volumineux hématomes ne présentaient jamais d'antiphages. C'est-à-dire qu'on leur donnait des phages, ils étaient guéris en quelques heures, dès qu'on avait appuyé sur des plaies de guerre avec du sable, etc., de la terre, tout ce qu'on veut dedans. Donc il se rendait compte que ces gens-là ne faisaient pratiquement pas d'infection dès qu'ils avaient des gros hématomes. Alors il s'est dit, l'auto-hémothérapie peut nous permettre peut-être d'y arriver, c'est effectivement ce qui a été démontré. Alors, à l'heure actuelle en France... Alors en France, il y a beaucoup de gens qui font de la recherche sur les bactériophages, l'Institut Pasteur, etc., mais ils refont des travaux qui ont déjà été faits depuis un siècle. C'est un petit peu comme si vous alliez réétudier l'action de la pénicilline, etc. Ils veulent s'attribuer le mérite de travaux qui sont antérieurs. Alors je leur ai un peu coupé l'herbe sous le pied en sortant ce livre qui m'a été financé par les malades, ainsi que mon site informatique, parce que bon, j'ai 65 ans, je suis nul en informatique, et c'est mes patients qui font ce boulot. Voilà. Alors justement, quels sont actuellement en France, dans l'état actuel des choses, avec les antibiotiques qui sont toujours utilisés en première intention, en deuxième intention, qu'est-ce qui reste en quelque sorte comme obligation d'aller chercher des produits... il y a 250 000 personnes chaque année qui meurent d'infections nosocomiales sous antibiotiques en Europe. 250 000 personnes, donc ça se justifie quand même de s'y intéresser. Alors l'Europe avait glissé une savonnette aux bactériophages en décidant qu'on allait donner au service des grands brûlés, donc militaires essentiellement, à Genève, en Belgique, en France, à Paris, etc., à Narbonne aussi, des compresses imbibées de phages pour désinfecter les grands brûlés. Alors ça, c'est une jolie savonnette parce que les grands brûlés, on les met dans un bain de sérum phi avec des glucosés, et en plus, on les met sous aspirine pour qu'il n'y ait pas de coagulation. Donc, autrement dit, c'était assuré que ça n'allait pas marcher, on allait dire les P2S se foutent de notre gueule, ça ne marche pas, etc. Manque de bol, mon livre sortait, je l'ai envoyé à tous les centres de recherche et à tous les centres de grands brûlés. J'ai reçu des lettres de remerciements que vous verrez sur mon site. Maintenant, c'est que ça marche. Donc, ils sont obligés de remettre en question. Actuellement, il y a une usine de production de phages qui s'est créée en Bretagne. On commence à voir phage S, je ne sais pas comment ça s'appelle, pour désinfecter les mains dans les hôpitaux, à la place des trucs à base d'alcool. L'alcool étant une fermentation bactérienne, on se demande comment ça pourrait tuer les bactéries, mais enfin bon, peut-être que ça en hybolise quelques-unes. Voilà, donc si vous voulez, le bactériophage est une chose d'avenir, et c'est une thérapeutique qui est peu coûteuse, qui est, on pourrait dire, universelle, qu'on peut utiliser aussi bien pour les vétérinaires que pour les humains, et qui, vu qu'elle ne rapporte rien, n'intéresse pas du tout les investisseurs. Alors, il y a autre chose aussi qui n'est pas présent dans le film. On commence à travailler en Géorgie sur des lyophilisas. C'est-à-dire qu'on a des poudres de bactériophages qu'on pourra mettre dans les plaies ou même dans une enveloppe si on veut enlever des phages quand ils interdiront les ampoules. Alors actuellement, ils commencent à bloquer un petit peu les colis sur la douane, mais c'est pas compliqué. Si vous êtes des amis russes ou des gens qui vont en vacances en Russie, en pharmacie, ils demandent des phages et puis on leur donne. Il y a eu un débat public à Montpellier cette semaine sur justement le thème, c'était les virus, ses ennemis d'hier, ses amis de demain ou d'aujourd'hui.
Et alors, bon, c'était pas terrible comme débat parce que c'était animé par un pasteurien convaincu de beaucoup de choses qui n'étaient pas forcément justes. Mais Oui, à la fin, oui. question piège, alors qu'est-ce qu'on fait avec les phages aujourd'hui en France? Et donc, il a été dit qu'il y avait certaines startups qui s'intéressaient aujourd'hui et qui développaient aujourd'hui des phages en milieu donc, agricole et vétérinaire. Moi, j'avais entendu parler de l'indication, par exemple, pour stériliser les fromages de la Oui, mais listeria. ça se fait. Listeria, ça c'est déjà des choses. Ça se fait même pour l'importation. Les Américains reçoivent des camemberts qui sont stérilisés aux bactériophages. Résultat, ils ont plus cette couleur rose caractéristique de la listeria sur leur Ou les poulets avec les salmonelloses, donc salmonellose de surface, donc pour désinfecter les poulets. Bon, il y a toutes ces applications-là qui démarrent. Si, je pense qu'il y a de l'argent à faire, mais il faut qu'ils se... C'est pas suffisant. C'est beaucoup moins cher, ça rapporte beaucoup moins qu'une molécule antibiotique. Certainement. Il faut savoir qu'une boîte de phage, ça coûte quelque chose comme 3 € quoi, actuellement, et ça a monté, ça a triplé par rapport à avant. Et en plus, elles ne sont pas nécessaires. La guérison naturelle des légers en est la preuve. Il suffit de redonner à votre organisme, parce que tant qu'on a vivant, on a des phages. Alors les phages ne sont pas au départ spécifiques, ils sont polyvalents. Avec la nymphe, ils vont arriver au contact d'un staphylo qui est par exemple sous votre peau. Ils vont se fixer dessus, et le premier phage qui va détruire le staphylocoque va peut-être mettre à peu près 36 heures pour le détruire. La bactérie va exploser, il va se fixer de préférence sur d'autres staphylocoques, parce qu'il a goûté ça, il a trouvé ça bon, il va recommencer. Et là, la deuxième lise va se passer à peu près en 16 heures, puis après en 8 heures, puis après en 3 heures. Et c'est pour ça que les infections qu'on ne traite pas, infections bactériennes bénignes, comme on dit, se guérissent en 3 à 4 jours. C'est uniquement une question de liste bactérienne. La pneumo-infection tuberculeuse, c'est le professeur Penso qui a isolé un bactériophage qui était fixé sur une mycobactérie tuberculeuse. À l'époque, on appelait ça mycobactérie parce qu'on ne savait pas si c'était un champignon ou une bactérie. Le fait qu'il y ait un bactériophage qui se fixe dessus, que la bactérie explose en libérant des phages, a prouvé définitivement que c'était une bactérie, le BK, et non pas une mycobactérie. La même chose pour la lèpre. Et donc, on a il suffit de mettre en condition la présence bactériophage-bactérie, ce qui est dit dans le film, pour qu'on obtienne des destructions de la bactérie. Le problème pour la primo-infection tuberculeuse, c'est que le BK va s'entourer d'un mucus très épais dans lequel le phage a des difficultés à pénétrer. Il faut trouver le phage. Alors le truc, c'est à connaître, c'est un métabolisme paradoxal. Le citron est alcalinisant, donc on peut donner beaucoup d'eau avec du citron et ça fluidifie le mucus du tuberculeux ou des lépreux. Quelles sont éventuellement les bactéries qui sont insensibles aux phages? Les bactéries, elles sont toutes sensibles aux phages, mais une fois qu'elles sont intracellulaires, elles ne sont plus accessibles. C'est le cas des Borrelia, des spirochètes, des Neisseria gonorrhée, gonocoque, maladie de Lyme, etc. Une fois que la bactérie est à l'intérieur d'une cellule, elle n'est plus accessible puisque les cellules humaines n'ont aucun récepteur aux bactériophages. Sinon, elles seraient détruites. Oui. Oui. Non, c'est une erreur. On est en train d'isoler des enzymes qui permettraient aux phages de pénétrer. Mais pour l'instant, on est encore au balbutiement de cette technique. Lorsque chez certains éleveurs, il existe un foyer infectieux sur leurs vaches, en particulier sur les mamelles, oui, avec un staphylocoque doré, oui, inaccessible aux antibiotiques, ils ont deux types de pratiques. Ils prélèvent 1 demi-litre de sang à la veine jugulaire, oui, ils l'injectent par voie sous-cutanée. C'est ça, c'est l'auto-hémothérapie. Voilà. Deuxième pratique, ils prennent directement le lait de la vache, qui contient des staphes et certainement des phages, oui, et ils l'injectent également par voie sous-cutanée. À ce moment-là, ce serait une vaccination. Et vous avez également une troisième méthode qui consiste à mettre de l'argile verte. Et là, c'est du bactériophage pur qu'il y a dedans, l'argile en général. Voilà. Et alors, cette argile verte qu'on utilise très fréquemment... Il faut qu'elle ne soit pas stérilisée, sinon ça ne marche pas. Oui, tout à fait. Ni irradiée. Ni irradiée. Quand il l'applique par voie cutanée, oui, en emplâtre sur le foyer infectieux, oui, est-ce que c'est une aussi bonne voie d'administration? Bien sûr, puisque le but est de mettre le bactériophage en présence de la bactérie. Merci. Et la difficulté qu'on a actuellement avec les chirurgiens qui opèrent des ostéites, c'est qu'ils mettent des antibiotiques dans la plaie quand ils cousent, ils mettent une ampoule de bactériophage.
J'ai actuellement 2 chirurgiens qui travaillent avec moi pour des patients qu'on doit amputer. Ils ont conservé leurs jambes. Alors tout à l'heure, on parlait, pour ce film toujours, des gens qui ont des ostéites avec une perte osseuse. Alors il faut savoir que pendant que vous faites l'auto-hémothérapie, vous pouvez coupler avec un truc qui marche remarquablement bien pour reconstituer l'os. Ça s'appelle de la poudre de perle. Alors moi je le fais chez Oronalia, c'est une méthode chinoise. Je l'emploie chez Oronalia, puisque c'est un laboratoire qui, a été le premier à le faire en Europe. Oronalia, donc poudre de perle, ça va reminéraliser. Alors je m'en sers pour les délétions osseuses, pour les métastases cancéreuses des os. On a très rapidement une sédation des douleurs. Parce que le silicium qui est dedans va se fixer à la place du calcium de façon irréversible dans l'os. Donc on a la consolidation osseuse pour les ostéoporoses, pour les fractures, pour les séquelles post-fracturaires, les ostéites et les métastases. Donc ça c'est important parce que j'ai beaucoup de patients qui ont des clous centromédulaires qui sont sur 10 cm de délétion osseuse. Au bout de 6 mois, ils ont eu l'automéothérapie, les phages, on leur enlève le truc, on met du phage dans la plaie, ils remarchent. Et pour les bactéries qui sont empéguées dans des films bactériens, est-ce que les phages arrivent à les... Oui, les biofilms, oui, tout à fait. Mais là, le biofilm, en général, on peut le diluer avec des solutions comme de l'huile d'olive ou du miel ou des choses comme ça. Donc le biofilm, en fait, c'est un film que les bactéries mettent comme défense pour empêcher le bactériophage d'arriver. Donc il faut trouver un petit système pour le détruire. Il y a plusieurs systèmes. Il faut leur mettre un liquide légèrement lipidique ou lipoprotéique comme du miel, qui est miel de thym, c'est parfait. C'est pour ça qu'il a un effet anti-infectieux aussi. Alors ça serait une explication aussi des effets du miel oui. Pour les plaies, pour les Bien sûr, parce que le miel est très riche en bactériophages. Ah. C'est une déjection de l'abeille. Elle est porteuse de phages. Tous les insectes, tous les animaux sont porteurs de phages. La première fois que Félix Derel a découvert le bactériophage, c'était chez les sauterelles. Il s'est rendu compte que certaines sauterelles mouraient de dysenterie. C'était le Coccidium acridium Derel, ça s'appelle. Et ce Coccidium Derel, il l'a cultivé. Il s'est arrangé pour qu'il soit résistant, donc pour que des criquets puissent absorber ces trucs. Il a ensemencé un champ avec, et tous les vols de sauterelles sont allés atterrir sur ce champ, voyant qu'il y avait d'autres criquets et que le champ était là, ils se sont précipités. L'Afrique a été débarrassée des vols de criquets pendant plus de 50 ans. Il avait proposé à la ville de Paris d'enlever tous les rats de cette façon-là. Comme il demandait 120 000 francs or, la ville de Paris a refusé. Maintenant, il s'en mord les doigts. Mais sa méthode est assez facile à trouver. Il suffit de trouver une maladie du rat, une maladie contagieuse du rat, et de supprimer les phages correspondants pendant quelques temps. Ou d'acidifier les rats en leur faisant manger beaucoup de sucre. En même temps, on leur met de la pâtisserie et des bactéries. Oui. Je ne connais pas la bactérie de la myxomatose ou le virus, je ne sais pas ce que c'est exactement parce que je ne suis pas vétérinaire. Non mais c'est un virus là. C'est un virus, oui. Donc c'est pas possible. Vous lutterez contre les maladies infectieuses nosocomiales ou les maladies qui sont périphériques au virus, mais pas contre le virus. Quand on utilise un miel, tu dis qu'il y a des bactériophages dans le miel. Oui. A priori, il y a tout un cocktail de bactériophages, dont 1 ou 2 ou 3 seront spécifiques, ou en tout cas acteurs ou facilement agressifs pour la bactérie qui est dans la plaie que tu veux soigner. Non, le bactériophage n'est jamais spécifique au départ. Il va le devenir en ayant 2 ou 3 passages. C'est-à-dire que pour qu'un bactériophage devienne spécifique, il faut attendre qu'il ait fait au moins une dizaine de cycles sur la même bactérie. Ça prend 1 semaine à 2 semaines. Okay. Est-ce que tu peux recommenter donc, les images qu'on a vues dans le film où les gens donc, vont prélever dans la rivière locale ou dans l'égout local tout un cocktail de boue absolument infâme. Oui. Et donc dans ce cocktail-là, ils mettent après une goutte de ce cocktail au contact des bactéries qu'ils ont prélevées chez le malade. Et après ils se réjouissent. Donc que tel ou tel phage en fait est pris de l'avance. On se réjouit parce qu'on n'a pas les mêmes bactéries d'un continent à l'autre. L'erreur par exemple qu'on fait sur la maladie de Lyme, c'est d'avoir les tests qui sont des tests américains. Or les bactéries qui sont responsables de la maladie de Lyme ne sont pas les mêmes en Europe qu'en Amérique. Donc les tests européens, en analyse on va dire non, vous n'avez pas de Lyme, vous êtes tranquille. Si on ne fait pas le Western blot ou le test allemand qui lui est allemand, on trouve négatif, alors qu'en fait, les personnes ont bien la maladie de Lyme.
Si tu veux, le problème, c'est que les bactéries ont des visages différents suivant les endroits. Donc, le gars qui est au fond du Nevada n'aura pas le même staphylocoque que celui qu'on a en Ukraine. Il n'aura pas les mêmes résistances, il n'aura pas la même, les mêmes conformations. Et d'ailleurs, pour Rega comme pour moi actuellement, on pense que le staphylocoque et le streptocoque sont la même bactérie qui prend deux formes différentes suivant les conditions du milieu dans lesquelles elle est placée. On a vu des transformations de staphylo en strepto et réciproques. In vitro, on les a vus, donc c'est indiscutable. Et alors, pratiquement aussi pour les infections intestinales dont on a parlé ce matin, la stratégie, ça serait donc d'alcaliniser légèrement quelques eaux bicarbonatées. Ça dépend où est placée l'infection, oui. Baisser un peu donc le sucre, oui. Et puis donner du miel, par exemple, qui porterait au contact des muqueuses intestinales. Alors, le problème, c'est que ton miel va être digéré par l'acidité de l'estomac. Donc le mieux, ça dépend où est placée ton infection. Si c'est dans le bas côlon, oui. Mais le problème du lavement colique, c'est bien connu, c'est qu'on ramène la flore protéolytique dans le côlon droit. Donc ce qui fait qu'on bousille toute la flore intestinale déjà du gros côlon. Je pense pas. Si tu donnes du miel par voie orale, il faudrait peut-être des gélules qui soient gastro-résistantes. Un miel en gélule gastro-résistante, ça serait envisageable. Bon, voilà, des solutions pratiques. Hein. Alors pour parler de pratique justement, mettons-nous à la place de quelqu'un à l'heure actuelle en France, à Toulouse ou n'importe où, à Bordeaux. Il se fait balader d'un service à l'autre oui. Et on commence à avoir une tête comme ça quand on lui dit. Oui, est-ce que tu peux passer les maison maman et moi je suis à Toulouse en train de faire une conférence. Voilà, je suis désolé. Merci. Bon, tu es gentil, tu veux visiter la maison. Il y a Karim et... Bon, excusez-moi. Oui, donc on parlait de... Excusez-moi. On parlait du cheminement du malheureux... oui, alors cheminement du malheureux, en général... Qui arrive et on lui dit maintenant, écoutez... Il n'y a plus rien pour vous. Ben, en général, il regarde sur Internet, il trouve mon site, il m'écrit, je leur dis, vous m'envoyez une lettre avec vos dernières analyses, et je leur donne les conseils et les marches à suivre pour éventuellement soit me rencontrer, soit partir en Ukraine, etc. On essaie d'organiser, parce qu'il y a beaucoup de gens qui essayent de profiter un petit peu de tout ça en créant des réseaux où ils demandent des sommes astronomiques. On n'est pas tous milliardaires, donc moi je suis un médecin bénévole. Alors, soit vous recevez les malades, ou tu reçois les malades. En général, je les reçois avec leur médecin ou leur infirmière, de façon à ce qu'on puisse faire la thérapeutique, j'explique bien, et ils le font. En général, il n'y a pas de souci, j'ai des lettres magnifiques de reconnaissance. Voilà. Et je leur confie les phages dès la première entrevue, de façon à ce que s'il y a une perquisition chez moi, ils aient ce qu'il faut chez eux. On en est là. Ah, on en est là, oui, on en est là. Hein? J'habite à Nîmes. Pardon? Les bonnes bactéries, elles vivent en symbiose avec le bactériophage dans l'intestin. Les colibacilles en particulier, non pathogènes, vivent en symbiose avec c'est un facteur limitant. Comme je vous expliquais tout à l'heure, une réaction dans un sens, une réaction dans l'autre. Elles vivent en harmonie avec le phage. Ce sont les bactéries pathogènes, la nature est extrêmement bien faite à ce niveau-là. Les bactéries étrangères qui vont nous envahir vont être détruites. Et quand elles ont un seuil de tolérance qui est dépassé, à ce moment-là, on tombe malade. Et ce qu'il faut, c'est ramener au seuil antérieur l'organisme pour qu'il guérisse. C'est des souches différentes. Donc, si on vous dit un jour, moi, il m'est arrivé d'utiliser des bactériophages de Moscou, ça ne marchait pas. J'ai employé une ampoule d'Ukraine, ça a marché parce que les bactéries ne sont pas les mêmes, là encore. Donc, il faut essayer des cocktails différents. Mais on peut y arriver. Parce que la démarche, c'est de savoir quelle est la souche du malade, de sa maladie. Il faut que j'ai le pH urinaire, alors non pas le pH urinaire qu'on fait en laboratoire, c'est-à-dire vous faites vos urines, elles sont refroidies, elles ont ce qu'on appelle la fermentation ammoniacale qui a joué, vous avez donc toujours les urines alcalines. Et plus c'est infecté, plus ça vire vite à l'alcalinisation. Ce qui fait qu'on va faire la bêtise numéro 1, de donner des alcalinisants, des acidifiants urinaires. Puis comme ça ne marche pas, puisque le Pipram et compagnie, ça ne marchait pas, à ce moment-là, on va donner des antibiotiques. Or, pratiquement tous les antibiotiques sont des bases diffusibles. Pénicillamine, c'est une pénicilline base, etc. Et toutes ces bases diffusibles vont en fait permettre aux bactériophages de se fixer. Donc c'est parfois, au départ, les premiers antibiotiques étaient relativement utiles parce qu'ils permettaient la diffusion plus facile des bactériophages à l'intérieur des tissus, en alcalinisant bien le milieu localement, puisque le milieu inflammatoire est mieux irrigué que le milieu non enflammé. Il y a de l'œdème.
Voilà. Donc je reprends la démarche, c'est ce qui est le plus utile, c'est connaître l'état du malade, c'est-à-dire son statut. Donc le bilan sanguin, l'hémoglobine glyquée et la glycémie. L'hémoglobine glyquée, l'hémoglobine des globules rouges va enregistrer les variations de sucre sur 11 à 12 jours. Donc ça permet de savoir si à un moment donné, la personne a eu un chiffre élevé de sucre, parce que souvent, vous prélevez du sang d'un diabétique, il passe de 6 grammes à 0,25, vous êtes à 1 gramme, vous dites qu'il n'a pas de diabète. Il faut vraiment l'hémoglobine glyquée à côté. Donc, hémoglobine glyquée et glycémie, numération formule sanguine pour voir où en est le patient au point de vue globule blanc, sachant que plus c'est élevé, plus c'est urgent d'agir. Ça vous permettra de savoir s'il faut faire votre auto-hémothérapie, 6e et 8e, 7e et 3e et 6e, ou 6e et 4e et 8e, pardon. Est-ce qu'il est intéressant de savoir quels antibiotiques il a eu avant, ou on s'en fout? Non, on s'en tamponne. On s'en tamponne. On s'en tamponne. Le principal, c'est qu'il les arrête pendant 1 mois et demi et qu'on commence le traitement tout de suite, alcalinisation, régime plutôt végétarien, pas de viande rouge, pas de sucre. Moi, je dis aux gens, vous allez voir un diabétologue, vous faites prescrire un régime comme pour un diabétique. D'accord. Et il arrive parfois que ça marche déjà tout seul. Alors, concernant le germe qui est visé dans l'histoire, celui qui est insensible, celui qui alors, ce germe qui est insensible, l'auto-hémothérapie accomplit ce miracle qu'en 1 mois et demi, vous avez votre germe qui redevient sensible à tout. Ce qui montre bien que ce qu'on appelle la résistance des bactéries, ce sont une condition de milieu. C'est aussi pour ça que les thérapeutes ne m'aiment pas, c'est qu'on peut le prouver, on a nos analyses qui montrent que la bactérie est résistante à tout, 1 mois et demi d'auto-hémothérapie, elle est sensible à tout. Donc, à ce moment-là, elle devient sensible également aux bactériophages. Non, elle est sensible aux bactériophages bien avant. Quand même. Oui, non, elle est sensible aux bactériophages, mais vous avez une bactérie qui est saine et qui est vivante, donc à ce moment-là, on peut la détruire plus facilement par bactériophage. Comme je vous dis, c'est le repas qui est un peu appétissant ou qui ne l'est pas du tout. D'accord. Quand la bactérie est saine, le bactériophage, il va très vite. Mais ça, c'est aussi à cause des antibiotiques qui ont été... Oui, bien sûr, qui ont modifié les bactéries. Et si la bactérie est malade, c'est évident que le bactériophage aura une activité qui peut être perturbée au niveau de son ADN. Alors, est-ce qu'il faut, dans ces cas-là, avoir un prélèvement de la bactérie elle-même pour l'envoyer, par exemple, à Tbilissi, ou simplement on sait que Carrément, il faut prendre un avion en Turquie, vous êtes Tbilissi, c'est beaucoup plus simple parce que sur place, ils ont des phagothèques absolument énormes. On avait les mêmes à Paris, rue Olivier de Serres, qui ont été détruites par l'Institut Pasteur. Il a dû s'y approprier, en fait, mais bon. Ah ouais, mais vous connaissez l'histoire de la découverte de la pénicilline par Fleming? Elle est fausse, c'est archi fausse. Qui a déjà vu travailler en laboratoire de biologie? Personne. Bon, on met en général, à l'époque, on travaillait sous hôte de verre, on mettait un bec benzène. Alors, on prélevait donc sur un écouvillon le pus du malade, dans un tube stérile ou dans une gelo stérile. On mettait tout de suite ça avec un coton qu'on flambait, on portait au laboratoire, le laboratoire sous hôte, avec le bec benzène allumé pour qu'il n'y ait pas de contamination atmosphérique. On mettait donc ce prélèvement sur une boîte de gélose, puis on détruisait le prélèvement dans de l'eau de javel ou autre. Et on mettait la boîte, avec le couvercle toujours sous étuve, sous protection de hôte, on le mettait à l'étuve sans rouvrir la boîte. Fleming raconte: j'étais en train de faire ma recherche, je cultivais des streptocoques, des staphylocoques, des piocyanniques, j'eus faim. Je pris donc un sandwich au Roquefort. Roquefort en Angleterre n'avait pas à l'époque. Et le seul Roquefort qui contient du Penicillium notatum, il était importé 2 ans après sa découverte. Donc ce n'était pas possible qu'un petit chercheur puisse se faire venir du Roquefort personnel, surtout que les Anglais ont horreur du fromage puant à l'époque. Donc je mangeais mon sandwich, des miettes tombèrent sur ma culture, je n'y pris garde. Donc le gars, non seulement il mange comme un cochon, il risque de se bouffer du staphylo, du piocyannique, etc. Il remet ses couvercles et il met l'étuve. Quelle valeur déjà peuvent faire des travaux réalisés dans ces conditions-là. Là-dessus, je sortis et je me rendis compte, stupeur, que les bactéries avaient été détruites tout autour de mes traces de Roquefort. Je découvrais donc la pénicilline. En fait, il y a une thèse d'un médecin qui s'appelle Étienne Duchesne, 1876 à Lyon, qui s'appelle utilisation des moisissures pour lutter contre les micro-organismes pastoriens, les microbes. Les microbes n'existaient pas encore à l'époque. Et le gars, il a passé sa thèse dessus, Fleming l'a lu, il a développé avec Florey et Chen la pharmacie que nous connaissons. La pénicilline était lancée à grand renfort de publicité à Paris, au Trocadéro. Ils avaient invité la plupart des médecins généralistes qui traitaient quelques infections. À l'époque, on faisait prendre la gélule de pénicilline à des patients, on récupérait leurs urines, qu'on faisait bouillir pour récupérer la poudre blanche qui, bien sûr, peut être repiquée indéfiniment. On récupérait donc la pénicilline ainsi. C'est pas appétissant, mais on faisait déjà les phages, alors la pénicilline n'a pas eu des heures de gloire à ce moment-là, et c'était distribué, quelques gélules avec des tablettes de chocolat.
Voilà comment a été lancée la pénicilline, et voilà la découverte qu'on nous raconte et à qui on donne des prix Nobel. Tous les espoirs sont permis. Tout à l'heure, on parle de l'Institut Pasteur et de Dérel. Ils ne sont même pas venus à l'enterrement de Dérel. Il n'y avait que Régat Clémenceau derrière le cercueil. Voilà. Et maintenant, ils vont fêter le cinquantenaire de la découverte de Dérel. C'est n'importe quoi. Alors évidemment, je les en kikine parce que je suis témoin de tout ça. Il y a une thèse qui a été passée par une jeune femme à Paris sur la biographie de Régat Clémenceau. Elle a eu un prix de thèse, un grand prix de thèse de Paris l'an dernier. Si vous voulez les références, vous me téléphonez, je vous donnerai. Mon téléphone pour ceux que ça intéresse, 06 79 73 66 51. Riche Paul Hervé. RICHE. Et, oui, elle est beaucoup utilisée par les agriculteurs en général, ils la connaissent, c'est-à-dire que lorsqu'on a une acidification trop forte, il faut à ce moment-là alcaliniser légèrement le terrain, donc bicarbonate, et puis inversement, donc acidifier le terrain, on amène des aiguilles de pin, des choses comme ça. Ça se fait en agrobiologie. Seulement, ils ne connaissent pas forcément le bactériophage, mais déjà en expérimentation, ils connaissent ce que ça fait. Alors, bien sûr, c'est ce qui a été fait en Inde au moment de l'épidémie de choléra. Pour remplacer le chlore, on a des difficultés avec la sorte, mais c'est évident que si on filtre les eaux, je ne vais pas vous le dire, mais j'habitais le Grau-du-Roi, et quand il y a la malègue, c'est-à-dire l'eau qui pue, on appelle ça pue la vase la flotte, pas la vase les flots, ça sent tellement mauvais qu'il m'est arrivé de verser 2-3 ampoules de bactériophages dans l'eau. 2 jours après, ça sentait plus rien, mais il ne faut pas le dire. Mais au moins c'était bien parce que sinon ça puait trop. Mais ça marche. Alors, à l'époque c'était en vente en pharmacie, donc on s'amusait à ça pour décontaminer les étangs. D'après ton expérience, tu parles donc d'aller chercher à Tbilissi ou en Ukraine des cocktails de phages issus de phagothèques. Est-ce qu'il y a possibilité, a priori, de favoriser la fabrication par l'organisme lui-même ou par de ces phages, bien sûr, sans avoir référence. C'est ce qu'on appelle guérison naturelle dirigée, c'est ce que j'ai mis. Tu commences par normaliser ta glycémie, normaliser comment ça s'appelle, ton acidité, tu te fais faire une autohémothérapie, a priori, en quelques jours, tu vas te retrouver guéri. À partir des selles, à partir des urines, à partir de la salive, à partir de différentes sécrétions. Non, tu en es porteur. Tant que tu es vivant, tu es porteur de bactériophages. Donc ça suffit pour multiplier. Il faut juste mettre les conditions pour que ce bactériophage puisse s'exprimer, détruire les bactéries. Mettre les bonnes conditions dans ton milieu. Pardon. Moi, à mon époque, quand j'étais jeune, on avait des cutis. Oui. Voilà. Donc quand je suis rentrée de Madagascar, ma cutie était positive à l'âge de 6 ans, donc on m'a fait des radios, et on a vu que j'avais eu la tuberculose et que j'avais des cicatrices. Oui. C'était guéri spontanément. C'est une phagothérapie qui s'est faite toute seule. Vous avez fait une guérison naturelle dirigée sans le savoir. Donc tout le monde peut être à même de faire ça. Mais bien sûr, mais on le fait tous. C'est ce que je veux essayer de trouver. Un régime végétarien va vous débarrasser des colibacilles, des staphylocoques, des streptos d'abord, avant toute chose. C'est pas nécessaire. En général, vous les avez sur vous. Si vraiment ça résistait, à ce moment-là, vous pouvez en prendre d'extérieur, mais normalement, ça ne résiste pas. Ah, l'auto-hémothérapie ? Oui. Bon, je me fais faire une auto-hémothérapie par une infirmière qui avait été traitée pour une pneumonie uniquement par guérison naturelle dirigée. À la quatrième injection d'auto-hémothérapie, elle a fait un pic de fièvre. Donc, on boit beaucoup d'eau alcaline pendant une journée pour bien rincer les reins, pour pas qu'il y ait de problème avec les débris de bactéries. Et elle va très bien, donc elle a accepté de me le faire. Donc, comme ça, on a fait l'auto-hémothérapie devant les caméras. Oui. Non. Le problème, surtout que, je connais bien le fils, Louis-Charles Quinton, qui n'est même pas au courant de ce qu'on commercialise actuellement en Europe. Il vient d'Angleterre et il est un peu loin de tout ça. Le plasma de Quinton n'était pas stérilisé. Or, actuellement, il le stérilise, donc vous n'aurez plus pratiquement que de l'eau de mer banale, mais dévitalisée. Alors, ce qui fait que le plasma de Quinton va amener certes des oligo-éléments, va amener peut-être des choses qui vont rectifier l'équilibre plasmatique, mais il n'y a plus de phage dedans. Dans les ampoules qu'on a actuellement, il n'y en a pas. Avant, il y en avait.
Bien sûr, mais il paraît que le teint d'œil à 55 degrés, le bactériophage n'est pas détruit, mais il en prend quand même un certain shtar. Hein. Mais enfin, bon, il y a quelques espèces qui peuvent survivre là-dedans. 67 degrés. Non, la fièvre traduit la présence des débris bactériens, des petits anticorps, entre guillemets, qui vont frotter le plancher du 4e ventricule cérébral, ce qu'on appelle les pyrogènes, et ça fait monter la température. C'est un symptôme du conflit bactériophage-bactérie. Ce n'est pas un moyen de défense. Par contre, il faut savoir que cette fièvre va limiter la prolifération virale. Dès qu'on atteint une certaine température à l'intérieur du corps, ça limite la prolifération virale. Ça ne le tue pas, mais ça va limiter sa prolifération. C'est un équilibre, toujours pareil. Pas de questions? On a fait le tour? C'est étonnant ça. Ben, moi je conseille de faire baisser la température quand on a un enfant qui risque de convulser ou que c'est inconfortable. Vous mettez des chiffons imbibés d'eau froide sur les membres, c'est méthode allemande, ça marche très bien. Surtout pas d'aspirine, puisque quand une personne est infectée, vous la tuez par un comprimé d'aspirine. Vous acidifiez, donc vous tuez les phages, ce qui fait que vous multipliez par 10 ces bactéries en 2 heures. Jamais d'aspirine en présence de bactériophages. Alors il faut se méfier parce que des fois vous avez des gens qui ont des ostéites qui traînent pendant des années et puis on apprend qu'ils sont sous cardégique ou sous aspégique à cause de leur cœur. À ce moment-là on met un anticoagulant différent, puis une fois qu'ils sont guéris on peut remettre le cardégique. Mais une fois qu'ils sont débarrassés de leurs bactéries infectantes. Mais beaucoup de plantes contiennent des phages. Donc si vous voulez, pas en décoction mais en infusion. En infusion froide on peut les prendre aussi. C'est de la sauge. Non, il y a quand même de salicylate dedans. C'est des salicylates. Hein. La sauge, l'aspirine, c'est l'acide acétylsalicylique. Elle a été découverte à Montpellier par un médecin qui avait un vieux père rhumatisant et qui disait toujours c'est bien la peine d'avoir un fils qui est médecin et tu peux pas me soigner tellement j'ai mal aux articulations. Et alors il n'avait rien d'autre sur lui. Il était assez pauvre. À l'époque on utilisait de l'encre et du sable pour sécher l'encre. Et lui il prenait les écorces des saules. Ça faisait un petit côté rouge qui était joli pour l'encre. Et son père l'embêtait, il a mis l'écorce de saule en poudre, un peu de vinaigre pour donner un goût un peu spécial, de l'eau, puis il a donné ça à boire à son père. 2 heures après, son père a dit « Mais j'ai plus mal, qu'est-ce que tu m'as donné ?» C'était la première découverte de l'acide acétyl, donc vinaigre, salicylique, le saule. Et qui a été synthétisé heureusement par Ron Poulenc, sinon on n'en aurait plus du tout, on n'aurait plus de saule dans le monde. Voilà. Oui. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. J'ai utilisé des phages, des patients qui étaient en bout de course et qui sont revenus dans la course. Il n'y a pas eu de souci. Il n'y a pas eu de souci puisque le seul truc à faire, c'est que quand la personne présente un pic de fièvre élevé, vous donnez à boire de l'eau bicarbonatée de façon à bien drainer les reins. Ça, c'est plus important. Mais j'ai jamais eu d'effets secondaires négatifs. Il est présent dans le corps humain, donc il ne peut pas apporter d'effets négatifs au corps humain, en fait. Simplement, c'est l'excès de destruction des bactéries, donc bien faire travailler les reins, faire boire au moins 2 litres d'eau bicarbonatée dans la journée, Vichy, Vitel, Badois, ou avec du bicarbonate. Je n'aime pas l'eau avec le bicarbonate parce qu'on ne dose pas exactement et on a des risques d'hypertension. Donc il vaut mieux prendre une eau bicarbonatée comme Vitel, Vichy, Badois, et puis n'importe laquelle fera l'affaire. Et oui. Tu nous as dit qu'on avait en fait on est porteur de oui, qui est polyvalent et qui donc à chaque digestion va remonter par le canal thoracique pour être dévidé dans la circulation générale. C'est-à-dire que dans la circulation générale, on a des phages en permanence. Un stock de phages plurivalent. Voilà. Polyvalent. Il va arriver un staphylocoque sur un moustique qui te pique, il va y avoir une petite boule d'œdème, et avec cet œdème, des phages qui arrivent. Éventuellement, si c'est déjà un peu infecté, des leucocytes qui vont faire leur gymnastique de diapédèse pour essayer d'éliminer donc les résidus du conflit. Alors, est-ce qu'il y a des moyens... Alors, normalement, on a le stock, on a tout ce qu'il faut. Normalement, oui. Sinon, on serait mort. Est-ce qu'il y a des régimes alimentaires ou des exercices particuliers pour aller chercher des phages en plus? Alors, des phages en plus. Non, parce que tu n'auras pas en plus, tu auras un équilibre qui se fera de toute façon, l'équilibre optimal. Le mieux, c'est quand tu veux éliminer donc tes problèmes d'encombrement intestinal, tu manges le moins possible de viandes rouges qui sont acidifiantes, donc les viandes blanches sont acceptées. Le moins possible de farine blanche, prendre du complet chaque fois qu'on a l'occasion. Manger beaucoup de légumes racines parce que c'est bourré de phages.
les radis noirs, les trucs comme ça, etc. Mangez beaucoup de... Alors les fruits, il faut s'en méfier, surtout pas de bananes, parce que les bananes, ça encrasse l'organisme, c'est de l'amidon et de l'huile. C'est un poison, la banane. Alors permettez-vous 1 ou 2 bananes par mois, pas plus, pour les protéines. Pour ce qui concerne les aliments fermentés, pas de problème. Ils amènent des phages. Ils amènent des phages, et puis d'autres, par exemple la choucroute amène des vitamines E, etc. La choucroute, c'est un balai intestinal. Alors l'intérêt de la choucroute, c'est de savoir qu'elle va balayer votre intestin, et elle va amener de la vitamine E, de son nom parce qu'elle ferme les ulcères. Elle va amener des levures qui sont tout à fait compatibles avec le bactériophage. La choucroute cuite bio, hein, on parle bien de la même chose. Et les déportés qui étaient en Allemagne, qui ont pris le train pour arriver à Toulouse, ils ont commencé à se jeter sur le foie gras, etc. Ils sont morts en quelques jours. Ceux qui sont passés par l'Alsace, ils ont bien résisté. Pourquoi? Parce que les toxines intestinales des jeûnes, etc., ont été balayées par la choucroute. Ceux qui sont arrivés ici, ils ont résorbé leurs toxines. Quand Gandhi faisait des jeûnes, c'est les travaux de... Comment il s'appelait déjà? Enfin, je ne sais plus. Quand Gandhi faisait des jeûnes, il se faisait faire des lavements et il bouffait de la choucroute, pas la charcuterie évidemment, mais seulement le chou, et ça lui permettait de résister, de récupérer après ses jeûnes. Tout ça parce qu'il faut enlever les toxines intestinales quand quelqu'un a jeûné longtemps. Donc si un jour il vous prend la fantaisie de vouloir faire un jeûne de je ne sais combien de jours, pour vous reprendre après, commencez par la choucroute, sans aucune autre chose, choucroute bio cuite, et tout doucement à petite quantité. Pardon? Cuite, choucroute cuite bio. Crue, non, parce que c'est très dur à digérer. Si vous êtes, Non, c'est vraiment la choucroute qui, non, en premier repas, c'est vraiment ce qui va vous permettre de ne pas résorber de toxines. Et vous ne serez même pas fatigué par votre jeûne. Cuite, oui. Oui, mais la choucroute, on l'a fait cuire quand même. La choucroute, elle est cuite, mais elle conserve des levures à l'intérieur. Elle conserve des levures qui sont thermostables. Mais même à 60-80 degrés? C'est même à 100 degrés, des levures qui sont thermostables. Non, mais c'est 4-5 cuillères à soupe, hein, c'est pas la platée qu'il faut manger. Parce que essayez la crue, vous verrez quel mal ça fait. Là, vous faites un jeûne, il faut y aller doucement. Oui, mais si vous faites un jeûne, c'est comme quand on marche pieds nus tous les jours, on a de la corne sous les pieds. Si vous faites un jeûne, très rapidement votre intestin va être à vif, avec les toxines qu'il va résorber. Méfiez-vous parce que ça vous avez très mal au ventre si vous prenez la choucroute crue. C'est pour ça qu'on dit d'apprendre cuite au départ, et après 4 ou 5 jours, vous pouvez très bien recommencer. Nos tubes digestifs fonctionnent, tous nos épidermes et notre mésoderme fonctionnent de la même façon, c'est-à-dire que s'il est stimulé régulièrement, il fait une petite épaisseur, s'il ne l'est pas, la peau s'affine, la muqueuse s'affine, et à ce moment-là, on est sensible. Donc il faut tout faire progressivement. Madame. Est-ce qu'on a des problèmes pour trouver de la choucroute crue quelque part française? Dans les magasins asiatiques, on trouve la choucroute coréenne, oui. Chonga ou kimchi, oui. qui est superlative, qui est crue, puissante, et j'ai été attirée sur son existence parce qu'il y avait une révolution en Corée, ils ne pouvaient plus importer de chou, donc ils n'avaient plus leur plat national, le kimchi. Je me suis dit, ça doit pas être mal. Donc j'ai fait l'enquête, j'ai découvert, c'est superbe. On l'entretient en ajoutant des légumes frais, et ça fait une semence qui se proroge pendant un certain nombre de semaines, et puis on recommence. Oui, tout à fait. Alors, bien évidemment, il ne faut pas d'antibiotiques en même temps qu'on traite... alors, c'est à souhaiter. Si vraiment vous avez un cas de septicémie désespéré et que le médecin vous dit « Ah, mais j'ai quand même envie de mettre un antibiotique », à la limite, moi je laisse faire, à condition que ce soit une pénicilline ou un truc comme ça, parce que tous les antibiotiques basiques, ceux du début, avant les molécules modernes qui tuent plus de gens qui n'en guérissent, les molécules du début, c'est-à-dire streptomycine, etc., tout ce qui est mycine, ce qui est alcalinisant, ça ne me gêne pas. Je ne les aime pas, si on peut s'en passer, c'est bien, mais si le médecin, pour sa sécurité, veut qu'il y ait une pénicilline, dites-lui OK. Oui, mais il faut quand même des bactéries en bonne santé, d'ailleurs, elles le sont. Oui, mais comme je l'ai dit, ces bactéries sont ces antibiotiques sont des bases diffusibles, donc elles favorisent plutôt l'action du bactériophage. Je ne pense pas que les pénicillines par elles-mêmes tuent beaucoup de bactéries, puisque quand on fait des antibiogrammes, en général, c'est soi-disant résistant, mais en fait, c'est pas une résistance, simplement que il n'y a pas le bactériophage pour détruire les bactéries.
Il y a beaucoup de gens qui prennent des compléments alimentaires, qui prennent des huiles essentielles, qui prennent des choses parce que justement la médecine traditionnelle patine, et donc ils se débrouillent tout seuls, que ci, que ça. Alors les choses à ne pas faire. Alors les huiles essentielles, ça a du bon et du mauvais. C'est un double visage. Si vous faites une huile essentielle locale, sur une plaie locale, etc., ça va brûler les tissus, ça va détruire les bactéries, certes. Mais le problème, c'est que ça détruit aussi le bactériophage. Donc, on risque de pérenniser une plaie, sauf si c'est une petite plaie, auquel cas le fait d'avoir simplement détergé va être suffisant. Par contre, les huiles essentielles par voie générale, si vous avez une grosse infection, je ne conseillerais pas. Sur mon livre, il y a le nombre de, la liste des produits qu'on a testés, même le thymol. On utilise une miel de thym, donc effectivement, qui contient un peu de thymol, mais qui en contient une quantité qui ne gêne pas le bactériophage. Si vous mettez du thymol pur, ça devient toxique. D'ailleurs, l'essence de thym est considérée comme carré rouge sur les flacons. Voilà. Vous pouvez prendre du miel de thym, qui est un antistaphylocoxique assez puissant, et antistreptocoxique aussi, parce qu'il est riche en bactériophages, qui vit en présence de cette essence de thym, mais qui n'est pas très concentrée. D'ailleurs, quand vous prenez du miel de thym, vous cherchez vainement le goût du thym, ce qui montre qu'il n'y en a pas beaucoup dedans de thymol. Voilà. Paul Hervé, je pense que tu nous as apporté énormément. Je vous remercie. Énormément.